C'est-à-dire, vous comprenez, ce qui est intéressant quand on regarde les traductions de Dostoïevski, c'est de voir à quel point, et moi y compris naturellement, à quel point chaque traducteur essaie de transmettre quelque chose qui est absolument invraisemblable en français. C'est-à-dire qu'il écrit en dépit de toutes les règles, Dostoïevski. Et il fait ça en toute conscience. C'est-à-dire qu'il fait tout pour ne pas faire un roman français, disons. C'est idéologique. Il dit que les Français... C'est pas Balzac. Non, justement, c'est pas Balzac. C'est-à-dire, il dit que les Français écrivent comme des marquis, et que nous, les Russes, on écrit comme ça. C'est-à-dire avec une espèce de débordement de passion, de langue toujours en fusion, et sans aucune norme, à part celle qu'on crée là sur le champ. La base, c'est que c'est pas écrit, c'est dit. C'est-à-dire, dans chaque roman, dans chaque nouvelle de Dostoïevski, c'est quelqu'un qui parle. Et c'est une langue, c'est une voix qui s'exprime, qui a ses propres règles de syntaxe, de rythme, de souffle. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, donc, ce que je dis, c'est cette maladresse qui est soulignée. En particulier le rôle, en particulier dans l'idiot, des répétitions. Donc une maladresse voulue, revendiquée. Soulignée, revendiquée. Mais une maladresse qui n'est pas du tout une maladresse, qui est simplement le fait de dire « je fais comme je veux ». Et aucune règle n'existe avant moi, c'est moi qui fais tout. Une maladresse qui est un peu une révolte, alors qui C'est une s'oppose. révolte contre, non pas contre le roman russe, parce que c'est la tradition de Pouchkine, c'est la tradition de Gogol. Pouchkine a fait ça le premier, dans La fille du capitaine, par exemple. Gogol, naturellement, l'a fait. Mais c'est une révolte contre la littérature occidentale. On a oublié la troisième clé pour comprendre Dostoïevski, qui est l'aspect poétique. Oui, c'est-à-dire, ce que j'appelle l'aspect poétique, c'est la structure, la façon dont ça marche. C'est par motif. Comment dire? Par exemple, dans l'idiot, le motif de base, c'est l'épilepsie. Et l'épilepsie, comment il décrit l'épilepsie? Il décrit ça comme ça. Il y a une espèce de longue période, comment dire, d'oppression, d'incubation, de trucs, pendant lequel tout ce qui se passe, c'est que tout le monde, dans le désordre, se colle littéralement à sa conscience. Et du coup, là encore, c'est une question de syntaxe et de respiration. C'est lourd, c'est dur. C'est fulgurant aussi, comme l'épilepsie. Voilà, à un certain moment, il y a une espèce de fulgurance, comme un coup de couteau. Comme ce couteau dans l'idiot. Et c'est un éclair qui donne l'harmonie dont vous avez parlé. C'est ça, j'ai été très touché par ce que vous avez dit, parce que c'est absolument... Je me demandais d'où il prenait le souffle pour abandonner un fou, un hystérique, entrer dans un autre fou hystérique, parce que pratiquement tous sont fous et hystériques, c'est pourquoi ce que Tolstoï lui reprochait tellement Tourgueniev. Parce que là, il y a une sorte d'exaltation qui dépasse logique, ration. Moi, quand je veux me convaincre que je suis encore à peu près normale, je commence à lire les frères Karamazov pour me dire, donc ça va encore, le monde tourne. Je divague pas, cette manque de règles, de discipline, cette espèce de sauvagerie démon. Et quand même, j'ai pas pu le laisser tout en rage. C'est bon signe. C'est très bon signe. justement, C'est très bon signe. Il est toujours le premier lu. Mais bien sûr. Mais ça m'amène à vous poser une question quand même, qui est les questions Je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons. Si, c'est bien, c'est À bien. part ces chefs Quand ça irrite comme ça, c'est très bien. Ça agace. Ça doit toujours, ça doit toujours.